prévenir, en fait, je vais dire quoi, la propagation du trafic avec des adresses usurpées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire d'une ressource critique Internet et vous essayez comment faire en sorte que vous ne puissiez pas le propager sur Internet. Donc, en lien avec l'initiative Manners, donc il s'agira pour nous d'identifier les points ou les équipements dans le réseau où on doit pouvoir faire cette application, et de voir ou de connaître les techniques utilisées pour lutter contre cette utilisation de ressources, les ACL, le filtrage par les ACL que vous connaissez, ou les filtrages par la technique de URPF. Donc, c'est URPF, entendez par là Unicast Reverse Path Forwarding. Donc, ensuite, comment appliquer ces configurations avec des exemples de quelques constructeurs. Et puis, comment s'assurer que la protection qu'on a mis en place, elle marche et qu'elle est mise à jour en fonction de l'évolution du réseau. Dans le sens du Manners, donc, cette action-là, pour un participant à Manners, serait donc d'implémenter des systèmes qui font la validation des adresses sources et puis de pouvoir aussi implémenter les filtrages de pouvoir implémenter le filtrage pour, je veux dire, bloquer, diminuer donc la propagation des ressources à l'entrée du réseau. OK, ici on a en introduction une configuration réseau où on va essayer qui va illustrer en fait comment quelqu'un qui n'est pas donc propriétaire d'une ressource va essayer de l'envoyer sur dans son entourage ou dans son réseau voisin. Donc ici, vous voyez que le réseau 192.0.2.1, donc qui a pour source, je vais dire, la machine 203.0.113.1. Donc, normalement, donc, il essaie d'envoyer cette ressource-là via son opérateur de réseau, donc via l'AS 64500. Globalement, ce qui se passe dans ce cas de figure, si à l'entrée du réseau 64500, il n'y a pas de filtrage, ça veut dire qu'on peut être complice ou on va contribuer à la propagation de cette information. Il peut arriver aussi, comme vous le savez, que sur Internet, on peut avoir des attaques ciblées, donc des attaques distribuées. Donc, ça va être une machine ou des machines sources qui vont attaquer un serveur donné avec un nombre de requêtes dans un temps limité assez élevé avec pour but de faire tomber ce serveur-là. Mais dans le cas des usurpations d'adresses, il peut arriver aussi que je vais attaquer le réseau 203.0.113.1 en me cachant derrière d'autres personnes et en augmentant la capacité d'attaque. Donc ici, moi je suis le réseau 192.0.2.1, j'attaque le 213, donc le 213.0.113.1, mais derrière mon opérateur de réseau, je vais passer par exemple par des réseaux tierces, je dirais des réseaux zombies, et ces réseaux zombies-là vont contribuer à l'attaque, et souvent sans s'en rendre compte. Donc, là, c'est des cas d'exemple qui sont arrivés. Donc,
des opérateurs au niveau de l'Inde. Ça peut être des attaques qui font tomber des gros opérateurs ou des services comme Facebook ou Google, ou des attaques qui peuvent aussi viser, je vais dire, des entreprises dans le domaine de tout ce qui est vidéo, cinéma, jeux. Donc, c'est des choses qui arrivent. Vous trouverez des sites spécialisés qui font souvent le point des attaques par jour dans le monde pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts qu'on peut rencontrer. Globalement, lorsque vous êtes victime de ce type d'attaque, ça a un coût pour votre entreprise, ça ternit l'image et puis ça peut vous faire perdre des clients, ça peut aussi avoir des impacts sur vos clients finaux puisque lorsque le service n'est pas disponible, cela suppose que ces clients finaux-là aussi n'auront pas pu, à ce moment donné, rendre le service ou profiter du service auquel ils ont souscrit ou qu'ils doivent rendre aussi à d'autres personnes. Donc, toujours dans le même ordre d'idée ici, on avait dit au début qu'on peut soit user des ACL pour bloquer, donc on va utiliser le filtrage par les access lists ou par le UETF, donc qui est le contrôle par reverse, par le contrôle unicast reverse sur les forwarding, donc sur les paquets à faire transiter. Donc ici, nous revoyons une situation où dès l'entrée du réseau du routage, on peut activer des filtres et ces filtres-là vont permettre donc d'analyser tout le trafic qui viendrait. Et si c'est du trafic non correct, bon, on peut faire un filtrage à ce niveau-là. Donc, de façon plus directe sur les deux techniques dont on a parlé, donc les access lists et les GRPF, donc nous allons voir avec des exemples, sûrement par constructeur, pour vous permettre d'avoir une meilleure idée. Donc ici, vous avez donc un réseau constitué. Donc, tous ces réseaux-là viennent se connecter sur un opérateur de routage direct. Et ce opérateur de routage-là, il va appliquer les ACL, donc les access lists. Donc, il active ces access lists dès l'entrée. Et lorsqu'il active là-bas, il permet donc de faire un contrôle dès l'entrée d'un partenaire tierce dans sa table de routage. De façon pratique, lorsque vous êtes opérateur de réseau ou travaillant sur un opérateur de réseau, ça veut dire que toutes les connexions uniques que vous allez faire vers d'autres réseaux, vous devrez en principe activer donc des ACL sur vos interfaces. Et je pense que Wilfried a dû vous présenter des exemples comme ça, des membres du point d'échange qui viennent se connecter, mais il est obligé de faire du filtrage pour ne pas envoyer dans la table du point d'échange tout ce que le membre concerné pourrait lui envoyer, soit parce que la personne n'arrive pas à faire du filtrage, ou bien bon, parce que voilà, la personne ne veut pas, ou voilà, des choses comme ça. L'autre cas de figure, donc, c'est faire utiliser le reverse path forwarding. Donc, là, les détails, vous pourrez le trouver dans la RFP 3704. C'est généralement pour ceux qui veulent s'intéresser davantage aux détails de pourquoi cette technique-là fonctionne telle que vous l'appliquez, ou pour ceux qui font un peu de recherche de savoir dans les détails sur quelles sont les bases ou les éléments définis dans la RFP qui font fonctionner le protocole en question. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on peut avoir plusieurs modes dans l'application
de URPF. Donc, ça peut être du strict, ça peut être en mode VRF, donc Virtual Routing, ou bien ça peut être aussi en essayant de voir ce qui est faisable ou pas. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs modes d'utilisation possibles de la technique en fonction de la situation dans laquelle vous devrez vous trouver. Donc ici, on va voir que à l'entrée du réseau, donc il y a une table, les fibres. Donc c'est, je dirais, la table de forwarding. Donc la table de forwarding, donc qui, avec les réseaux connectés, a une idée donc de ce que chacun devrait pouvoir voilà, lui envoyer. Si ce qui est venu n'est pas initialement connu et disponible dans la table de forwarding, donc ça peut être sujet à rejet. Donc ici, ce que nous allons essayer de faire, on a donné des éléments sommaires sur les deux techniques, c'est de voir dans la pratique comment vous pouvez les mettre en application. Donc ici, voilà, vous voulez appliquer des access lists. Comme dans tout domaine, on peut avoir affaire à plusieurs constructeurs. Donc là, on a fait mention de Cisco, de Juniper, de Microtik, mais vous pouvez être du Huawei, du Alcatel ou toute autre chose. Ça voudrait dire que dans ce cas de figure, il vous faudra vous rapprocher ou regarder dans la documentation de votre constructeur pour adapter les commandes pour pouvoir arriver à trouver ce qu'il faut. Donc, si vous devez appliquer des access lists, donc dans le monde du Cisco, en IPv4 ou en IPv6, ça devrait ressembler à cette syntaxe-là. Elle peut être différente si vous êtes chez Juniper. Juniper vous donne l'impression que vous êtes en train de coder donc comme si vous programmez, je sais pas, un langage de script. Ensuite, chez Microtik, voilà, l'écriture d'un autre genre, mais pour moi, globalement ici, le but n'est pas de connaître les syntaxes de tous les constructeurs, mais de se dire que sur les interfaces de vos routeurs en tant que provider, vous devez appliquer des filtres qui vérifient que la source des adresses que vous envoient vos clients. Globalement, pour moi, c'est le plus important. Ensuite, au-delà des access lists, donc lorsque c'est du reverse pass forwarding qui doit être appliqué, donc encore dépendant des constructeurs, pour les interfaces qui font face à vos clients, vous devez appliquer le mode strict pour être sûr que ce qu'ils vous envoient, là c'est du Cisco, du Juniper, du Microtik. L'idée globale ici, c'est de dire que si c'est la technique basée sur l'URPF que vous voulez appliquer, vous devez l'appliquer en mode strict vis-à-vis sur les interfaces en face de vos clients. Donc, là, l'idée, c'est de dire qu'on a deux techniques qu'on peut utiliser. Ces techniques-là, vous pouvez les utiliser dans deux cas de figure et en fonction du type de technologie que vous avez. Il peut arriver aussi qu'au-delà des configurations manuelles, je dirais, que vous ferez sur vos routeurs, que vous puissiez faire appel à des outils. Donc, un outil qu'on peut lancer dans un réseau dans le but de vérifier est-ce que les contrôles sont faits. Et cet outil-là
Elle est proposée par une organisation qui propose Qaïda beaucoup d'outils au-delà de celle-là. Donc, je vous invite à aller lire sur le site de Qaïda. Qaïda aussi était, il y a quelques années, envoyait des probes, donc des probes de mesures Internet dans les pays. Pour ceux qui connaissent des gens qui participaient aux réunions afriniques, AFNOG, ils ont dû souvent amener des probes Qaïda. Ces probes-là sont comme des probes aussi qu'on appelle RAP-NCC, probes Atlas, qui sont des outils qui sont utilisés pour mesurer l'Internet. Donc, vous pouvez aller sur le site de Qaïda et voir un certain nombre d'outils. Et puis, si héberger ces types d'outils vous intéresse, on peut se renseigner dans la communauté s'il y a des gens dans vos pays qui ont des probes de disponibles et que vous aimeriez installer dans vos réseaux. Donc, ici, je pense que vous avez